C'est mieux avec le micro. Et bien le bonjour et bienvenue dans Slash Dev Nul, l'émission qui est pas faite que pour les nuls. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes dans le chat. Salut Happy2Dev, alias Fred, salut Laurent Chilus, Metal Amstrad, Yoda, BZH. Qui y a d'autres ici 999 Quad 9, Aether Powered, Sibali, Track Unix Based. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir ici. Écoutez, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine et ce nouveau live qui démarre. Salut René qui vient d'arriver dans le chat. Eh bien écoutez, on va reprendre un sujet que j'avais laissé il y a quelques temps, qui était le sujet de nos chers microprocesseurs. Je vous avais parlé du 780, du 6502, du 68000. Je voulais revenir un petit peu sur les bases et les fondations de tous nos microprocesseurs pour revenir au père des microprocesseurs. Et le père des microprocesseurs qui n'est rien d'autre que l'Intel 4004, le premier microprocesseur de ce nom. Alors, premier microprocesseur, je vais juste mettre une première petite parenthèse d'ailleurs, on peut le faire tout de suite comme ça. Première petite parenthèse. Y en a qui vont me dire ouais, mais c'est pas le premier microprocesseur, t'as faux, patati, patata. En fait, oui, ce n'est pas le vrai premier microprocesseur, c'est le tout premier microprocesseur à usage civil. Pour la simple et bonne raison, c'est que le tout premier microprocesseur, a priori, qui a existé, d'après les archives que l'on a, c'est le MP944, qui est le microprocesseur qui équipait les avions F-14 Tomcat, donc de l'armée américaine. C'est resté un microprocesseur qui est resté caché parce que sous secret défense pendant des années, et qui a été déclassifié en 1998, si ma mémoire est exacte. Donc, évidemment, le microprocesseur du F-14 Tomcat est un microprocesseur à usage militaire vraiment spécifique pour des applications, on va dire, de vol. Voilà. Et donc, juste pour mettre ça tout de suite de côté, moi je vais parler du premier microprocesseur en tant que tel à usage civil, qui est donc l'Intel 4004, le fameux dont vous avez probablement entendu parler. Alors, l'Intel 4004, c'est un microprocesseur qui est très simple, mais qui a quand même ouvert la voie, je dirais, à la génération des microprocesseurs qui ont suivi. Je pense notamment le 8008, le 8080, puis ensuite le 8086, et sa version un petit peu cost down, qui est le 8088. Il y a eu beaucoup de générations, mais en tout cas, ce qui est important de noter avec le 4004, c'est qu'il a vraiment marqué une époque et surtout, je dirais, lancé vraiment la technologie qui nous a permis d'aboutir aux microprocesseurs modernes, parce que, rappelons-le, là, on est fin des années 60, on est en 1969. Intel est une toute jeune entreprise qui travaille donc dans les circuits intégrés, qui est quand même une technologie qui est somme toute relativement récente, hein, puisque les circuits intégrés est une technologie qui a à peine 10 ans, on va dire. Et donc, à l'époque, n'existait pas encore de microprocesseurs en tant que tel. C'est-à-dire, il existait des calculateurs, des ordinateurs, et quand on parle d'ordinateurs, ce sont des ordinateurs qui tenaient dans des armoires qui étaient immenses, dans des très 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 grandes salles. Et ce qui se faisait de mieux, on va dire à l'époque, c'était globalement ce qui avait été embarqué pour les missions Apollo, donc l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, donc qui était un ordinateur de taille relativement réduite, on va le dire comme ça. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir mon talk sur le sujet, que vous pouvez retrouver sur mon blog ou dans les internets. Je vous mettrai éventuellement le lien dans la description sur le replay. Mais l'Apollo Guidance Computer, qui était un ordinateur, on va dire, transportable, mais conçu à base de circuits logiques et essentiellement des portes NOR. Et j'explique pourquoi dans cette conférence. Et donc, la plupart des ordinateurs étaient à l'époque conçus, non pas à l'aide de microprocesseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais de nombreux circuits logiques, des ALU, des circuits logiques, en veux-tu, en voilà. Et puis on sortait aussi des années 50 d'ordinateurs qui étaient plutôt à lampe jusqu'à ce que le transistor se généralise. Donc
Rappelons-le, là, fin des années 60, le microprocesseur tel qu'on le connaît n'existait pas. Et la technologie qui nous permettait d'avoir ce type de microprocesseur émergeait à peine. Donc, nous sommes fin des années 60, 1969. Une société japonaise qui s'appelle Busicon, qui fabrique des calculatrices, a besoin donc de pouvoir lancer une calculatrice à usage général pour les entreprises, hein, calculatrice pour faire des additions, des soustractions, multiplications, divisions, j'en passe et des meilleurs. Et donc sollicite un certain nombre de constructeurs et donc d'industriels, pour être plus précis, pour pouvoir concevoir cette calculatrice en termes numériques. Voilà, donc elle sollicite un certain nombre d'entreprises japonaises et d'autres entreprises, et notamment Intel, donc qui en 1969 récupère ce projet et tente avec ses ingénieurs comment je dirais, d'essayer de trouver une solution à ce délicat problème de concevoir une calculatrice qui soit d'une taille relativement correcte, voilà, modeste, et relativement suffisamment intégrée et suffisamment modulaire pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure du temps. Donc le sujet est donné à l'époque à Marcian Hoff, Ted Hoff, qui était donc un jeune ingénieur chez Intel. Voici Marcian Hoff, je vous ai probablement déjà parlé de lui. Donc Marcian Hoff qui a imaginé l'architecture donc de cette nouvelle calculatrice sur la base de 7 ou 8 circuits intégrés spécialisés, dont une ALU, dont de la RAM, de la ROM, etc. etc. Et puis je dirais au fur et à mesure du temps qui avance, le design a maturé et puis un ingénieur est arrivé et je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux Federico Fagin, qui n'est autre que finalement le père de l'Intel 4004, celui qui est considéré comme le père de l'Intel 4004. Et évidemment, donc j'avais déjà parlé pour le Z80, d'ailleurs Quam le dit tout de suite là dans le chat, évidemment, c'est le fondateur de Zilog, donc qu'il fondera quelques années plus tard en quittant Intel, et c'est lui qui concevra le fameux Zilog Z80 dont j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver en replay sur YouTube. Et donc Federico Fagin, qui à l'époque venait d'être embauché chez Intel, venait de travailler sur la technologie MOS Self-Aligned Gate, donc qui permettait d'avoir finalement une production de composants plus efficace, de meilleure qualité et beaucoup plus fiable, et aussi plus intégrée, avec une consommation qui était plus réduite que ce qu'il existait auparavant. Et donc Federico Fagin travaille sur ce design pour aboutir, alors avec l'aide de Masatoshi Shima, que je vous partage ici, donc qui était ingénieur aussi chez Intel à l'époque, donc qui a aidé Federico Fagin à faire émerger son design. Et donc, il est arrivé à un design d'un boîtier unique, l'Intel 4004, donc microprocesseur, qui était le cerveau central de cette calculatrice. Donc, qui contient finalement assez peu de transistors. Mais l'Intel 4004 tout seul n'est pas grand-chose, parce que l'objectif pour Busicom, c'était de produire une calculatrice complète. Et donc, qui dit calculatrice complète, il y avait besoin aussi de produire certains circuits annexes qui étaient autour, donc la RAM, la ROM, notamment. Et donc l'Intel 4004, je vous le montre ici, voilà, il est par là, voilà, ici, zou. L'Intel 4004, donc c'est un petit circuit intégré, donc qui est un microprocesseur 4 bits, qui fonctionne donc avec une ALU 4 bits. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce microprocesseur étant d'équiper des calculatrices, il a été conçu pour travailler en mode BCD. Donc binaire, codé, décimal, donc, qui permet donc de représenter chaque chiffre sur 4 bits, et donc des chiffres de 0 à 9, et en mode calcul BCD. Ça, pour les plus anciennes d'entre nous, ça vous rappelle probablement des souvenirs. Le calcul BCD était une façon décimale, on va dire, de calculer en numérique avec des ordinateurs qui, eux, fonctionnent de façon binaire. Et donc l'Intel 4004, c'est ce microprocesseur, mais il faisait partie donc d'un set de composants donc, qui était l'Intel 4004 MCS, donc, qui contient le 4001, le 4002, le 4003 et le 4004. Le 4004 est le microprocesseur en tant que tel.
Le 4001, c'est la ROM. C'est la ROM qui va contenir le programme, qui va contenir 256 instructions de programme, et donc qui va être adressé directement en tant que programme par l'Intel 4004. Le 4002, vous voyez, qui est représenté par deux circuits, le circuit -1-2, donc qui ne sont autres que la RAM, qui contient un certain nombre d'octets. Là, on ne parle pas de kilooctets, hein, on parle d'octets de mémoire vive. Il me semble qu'il y a 80 octets de mémoire vive disponibles sur ce set de chips. Et l'Intel 4003, qui est un registre à décalage qui permet simplement donc d'aller adresser les périphériques d'entrée-sortie, notamment l'affichage, mais aussi la lecture du clavier. Donc le MCS, finalement, c'est un groupe de composants. Donc, qui va permettre de concevoir la calculatrice de Busicom. Cette calculatrice permettra donc aussi d'être évolutive du fait de pouvoir interchanger les chips, notamment la ROM, la RAM, etc., tout en gardant le processeur, ou de faire évoluer ce processeur, de l'interchanger en gardant le reste des composants. Donc c'était un design déjà plutôt audacieux pour l'époque, et un design finalement qui était plutôt avant-gardiste, je dirais, puisque on verra que dans le futur, lorsque le 4004 sera passé, qu'on passera sur les générations de microprocesseurs suivants, on gardera finalement un petit peu ce type de design, donc avec un microprocesseur bien séparé, des chips de RAM bien séparés, de la ROM séparée, des gestionnaires d'IO bien séparés. Donc évidemment, là on n'en était qu'au balbutiement, et c'était le design donc, qui a émergé de la tête de Federico Faggin essentiellement. Donc, alors, on me pose quelques questions. Alors, on parle d'octets ou de quartets de RAM. Alors, en fait, le 4004 est capable de gérer des octets, mais fonctionne en interne avec une ALU de 4 bits. Donc, il va travailler avec des quartets essentiellement. Pour Happy2Dev qui pose la question, 80 octets par 4002 ou les deux? C'est 80 octets de RAM en tout, de mémoire. Peut-être que je dis une bêtise, mais vous corrigerez. J'ai pas mes notes sous la main, mais il me semble qu'on y a 80 octets de RAM en tout. Donc, c'était. Alors, il y a Quam qui dit 320 plutôt que 80. Alors, c'est peut-être. J'ai peut-être confondu. Donc, vous corrigerez. En tout cas, il y a très très peu de RAM. Hein. Là, on ne travaille pas en kilo-octets. Hein. On est vraiment de l'ordre de quelques centaines d'octets qui sont disponibles pour pouvoir gérer la mémoire de programme. Donc, il y a Yoda BZH qui demande, avec ce genre de processeur, quel était le nombre maximum calculable. Le nombre maximum, tu parles en termes de représentation numérique. Disons que c'est lié à la contrainte de la mémoire, sachant qu'effectivement, on utilisait donc la RAM pour pouvoir stocker les nombres sous forme de quartets. Donc, tu peux faire le calcul en fonction de où on positionnait éventuellement la virgule ou les chiffres. Ça permettait d'avoir finalement des nombres représentables suffisamment grands, mais pas de façon infinie. Voilà. Je reprends donc sur la partie MCS, et donc la partie MCS, et là je vous présente à l'écran finalement la partie schématique de représentation. Donc vous retrouvez le 4001, donc ici sur la partie gauche, qui est la partie ROM, la 4002 qui est la partie RAM, le 4003 qui est le registre à décalage, donc le shift register, donc qui va permettre donc de gérer plutôt donc toutes les parties sorties, et donc le 4004 qui va gérer la partie calcul, qui est le cœur, le cerveau un petit peu de cette calculatrice. Donc, comme je le disais, une ALU, donc une unité arithmétique et logique sur 4 bits, un certain nombre de registres d'index qui sont au nombre de 16, et une stack qui permet donc de gérer la pile d'appels pour les adresses. Donc on voit déjà qu'on a les prémices d'un microprocesseur, je dirais, un peu moderne. En tout cas, c'est quelque chose d'assez innovant pour l'époque, parce que tout ça n'existait pas sous la forme d'un circuit unique discret. Et donc c'était tout nouveau pour l'époque. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que c'est pas un microprocesseur générique tel qu'on en a l'usage aujourd'hui, puisque en termes d'architecture, c'est une architecture de type Harvard. Alors, architecture Harvard, ça signifie que la mémoire de programme et la mémoire des données est totalement séparée. C'est-à-dire que dans nos microprocesseurs modernes,
On a une architecture plutôt von Neumann, donc qui permet donc à nos amis, à notre ami du microprocesseur de pouvoir lire et écrire dans la mémoire de données ou lire et écrire dans la mémoire de programme. C'est ce qui fait que vous pouvez aller charger depuis le disque dur un programme, d'aller l'écrire dans de la mémoire n'importe où et de dire au programme que le programme il est à cet endroit dans la mémoire, ou de considérer cette mémoire de programme aussi comme de la donnée. L'architecture Harvard sépare bien les deux types de mémoire. Vous avez la mémoire de programme d'un côté, la mémoire de données de l'autre. Et d'ailleurs, c'est une architecture qui est encore énormément utilisée pour tout ce qui est microcontrôleurs, notamment des microcontrôleurs 8 bits typiquement, qui sont très 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 souvent, pas exclusivement, mais très souvent en architecture Harvard. Ça permet un design qui est beaucoup plus simplifié, mais ça apporte un certain nombre de contraintes. Voilà. Alors là, souvent, on a tendance à dire, quand on regarde un petit peu dans le détail, que l'Intel 4004 est un faux design Harvard, pour la simple et bonne raison, c'est que le bus de données et le bus de programme, en fait, c'est le même bus. Le microprocesseur se partage le même bus pour les programmes et pour les données. Or, il gère ça complètement de façon séparée en interne, mais ça, c'était un design à l'époque qui a été retenu pour simplifier toute la partie entrée-sortie, évidemment, et surtout pour faire diminuer les coûts. Parce que qui dit un bus séparé, donc dit plus de broches, donc dit plus de silicium, donc dit un coût énorme. Sachant que l'Intel 4004, à l'époque, était vendu donc, à sa commercialisation en 1971 aux alentours de 200 $ pièce, si ma mémoire est exacte. Donc évidemment, ça fait des économies d'échelle, puisque là on se dit 200 $ aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais remettez ça dans le contexte de l'époque, 200 $ de l'époque, c'est une sacrée somme. Voilà. Et donc, Fred, je te remercie d'avoir double check pour la partie RAM. Le chip Intel 4002 contient 320 bits de mémoire. Et donc, si on divise 320 par 8, ça fait 40 octets. Donc, le 4002 a 40 octets de RAM disponibles, donc par 4002. Donc, ce qui fait en tout 80 octets disponibles pour pouvoir faire nos calculs. Ce qui peut nous sembler complètement dérisoire, mais ce qui pour l'époque est quand même une sacrée révolution et un sacré bond en avant, hein. Rappelons-nous que la RAM est quand même quelque chose qui a coûté très très cher, on va dire au début de la micro-informatique, dont le prix a fortement baissé dans les décennies suivantes. Bon, là, qui commence à réaugmenter pour des raisons structurelles que je vous épargnerai par rapport à l'IA, tout ça, etc. Donc le prix de la mémoire est en train de réaugmenter, mais pour des problématiques d'approvisionnement sur le marché plus que de technologie. Mais en tout cas, encore une fois, ce design était réellement plutôt novateur pour l'époque. Et ça a permis aussi à Intel de pouvoir travailler un petit peu sur ces sujets de design de microprocesseurs, donc d'être très en avance finalement sur le marché et de pouvoir tester différentes choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. L'Intel 4004 a été quand même un succès. Non pas tellement un succès commercial, il a été utilisé à pas mal d'endroits, mais rappelons-nous qu'il a été produit pour répondre à un appel d'offres particulier, pour un usage particulier. Donc c'est un usage spécifique, c'est pas un microprocesseur entre guillemets généraliste tel que nous pouvons l'imaginer pour les microprocesseurs suivants. C'est plutôt ce qu'il adviendra pour le 8008 et le 8080 qui arriveront un peu plus tard dans la décennie des années 70. Mais en tout cas, ça a permis à Intel de pouvoir se frotter à la conception de microprocesseurs et de pouvoir vraiment mettre un pied, puisque à l'époque, Intel n'était qu'un fondeur électronique, hein, qui fabriquait des circuits intégrés. Là, ils sont arrivés avec finalement un pas d'avance sur le marché. Alors, je vais vous partager aussi à l'écran ici. Hop, voici ma caméra et la capture. Donc, je vais vous partager à l'écran. J'ai réussi à trouver des croquis initiaux, donc finalement les schémas initiaux qui ont servi à la conception d'Intel 4004, donc qui ont été conçus essentiellement par les concepteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, on retrouve effectivement toute la partie transistor, si on le met à peu près dans le bon sens. Voilà, donc l'image est un peu floue, je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver d'image beaucoup plus de meilleure qualité, mais bon, je vous mettrai encore une fois les liens dans la description du replay. Et donc là, on voit que toute partie a été dessinée, conçue à la main, et on reconnaît ici un certain nombre de choses, des matrices de gestion de registre, et ici, pardon, je suis pas sur la bonne. Je suis pas sur la bonne. Je pense que je vous ai pas
partager le bon écran. Hop, voilà, je recommence. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc ici, voilà. C'était parti sur le mauvais écran. Toutes mes excuses. Donc, on retrouve donc ici le design qui a été fait donc à la main. Voilà, c'est ce que je vous montrais à l'instant, mais que vous ne voyez pas. Et donc, toute cette partie-là, on va retrouver ça sur 3 schémas différents. Ici, les matrices qui représentent les registres, voilà, principalement. Donc, on le voit bien, on a un certain nombre de transistors. Et ici, l'unité arithmétique et logique, voilà, donc qui permet d'effectuer les calculs en tant que tels avec ce microprocesseur. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que là, on voit, c'est quand même un travail de titan d'arriver à dessiner donc du dessin donc du microprocesseur en partant du transistor pour obtenir quelque chose de complet. Et juste pour vous afficher le bloc diagramme donc interne de ce que je vous ai montré, le schéma, voici à quoi ça correspond aujourd'hui. Donc on va se retrouver donc avec un bus 4 bits interne donc qui est partagé encore une fois avec la mémoire de programme et la mémoire de données. Un registre d'accumulateur comme beaucoup de microprocesseurs. D'ailleurs, c'est un concept qu'on va retrouver dans beaucoup de microprocesseurs dans les années qui vont suivre. Donc le fait d'avoir un registre dédié spécifique au calcul numérique. Donc très souvent addition, soustraction, voilà, donc l'accumulateur, un registre temporaire et un certain nombre donc de registres à droite, de registres d'index qui sont au nombre de 16, donc qui fonctionnent comme étant des quartets. Donc ce sont des registres qui vont permettre de pouvoir aller indexer, aller chercher une certaine donnée à un certain endroit et une stack avec qui va permettre donc de pouvoir empiler le programme compteur, donc le pointeur d'instruction. Et vous voyez, c'est une stack qui a 4 niveaux ici, donc ce qui est quand même très faible, donc ce qui limite fortement effectivement le nombre de sous-programmes, de sous-fonctions que l'on peut appeler. Après, on va retrouver très classiquement des blocs que l'on retrouve dans beaucoup d'autres microprocesseurs, un système de décodeur d'instructions, ici au milieu, un registre d'instructions, un certain nombre de flags ici, l'ALU, donc qui est le cœur de la machine qui va permettre de faire donc tout ce qui est essentiellement addition, soustraction, et un système d'ajustement décimal, puisque je le rappelle, on travaille en BCD, et que les différentes opérations que l'on va effectuer, les additions, les soustractions, en fonction des retenues ou des emprunts que l'on va avoir, vont avoir besoin d'effectuer une opération d'ajustement décimal pour avoir un chiffre représenté en BCD qui soit tout à fait correct. Voilà. Et après, vous avez tout le reste qui n'est autre que de la tuyauterie, de la circuiterie annexe. Donc c'est timing and control, donc la gestion de la ROM, la gestion de la RAM, l'horloge, la synchro, tout ça, etc. Donc tout ça, c'est voilà. On se retrouve finalement avec un microprocesseur dont on perçoit les prémices un petit peu modernes de ce que seront les microprocesseurs. Ici, je vous affiche le die shot. Le die shot de ce microprocesseur donc, qui a été pris en très haute résolution. On voit qu'effectivement, alors ce die shot, rappelons-le, a été fait donc, sur un vrai Intel 4004 donc, qui a été décapé. Je tiens à remercier et à faire un énorme big up à CPU Duke. CPU Duke que vous pouvez suivre notamment sur Twitter X. Je vais vous afficher ça à l'écran. Laissez-moi prendre le bon lien. CPU Duke, voilà. Et je vous affiche l'ami CPU Duke à l'écran. CPU Duke, qui est un compte, qui est quelqu'un qui s'amuse à décaper des anciens microprocesseurs, à faire des photos de haute résolution de die shot. Et donc, beaucoup donc, de ressources que je suis allé chercher sur la partie die shot. Rendons à César ce qui est à César, ça vient de CPU Duke, donc je vous suggère d'aller le suivre. Il a vraiment parfois des images, je trouve ça formidable, vraiment des images qui sont de toute beauté sur différents composants, différents microprocesseurs. Et puis, il va chercher un petit peu les easter eggs, vous savez, les fameux petits dessins ou initiales que certains concepteurs laissent au cœur même des microprocesseurs. Donc, allez suivre ce compte, je trouve ça vraiment formidable. Alors, il en existe d'autres qui font la même chose, mais là, pour le coup, j'ai utilisé les ressources de CPU Duke pour pouvoir avoir donc ce die shot.
Et donc, ce die shot, on va retrouver donc en bas à droite ici la partie Intel TM71 qui est légèrement masquée par ma photo. La partie ici 4004, donc qui est juste à droite, au milieu à droite, 4004, donc qui va vous permettre d'identifier le microprocesseur. Et puis on a un des tout premiers Easter eggs sur les microprocesseurs, puisque premier microprocesseur oblige, Federico Faggin a laissé son empreinte ici par un double F, Federico Faggin. Donc il a laissé sa signature pour la postérité dans ce microprocesseur. Après, en termes de conception, on retrouve un design, on va dire, assez classique. On voit se dégager un certain nombre de choses. Donc en bas à droite, ici, on va retrouver les fameux registres d'index, principalement. Ici, d'autres registres. Et sur les parties plutôt qui sont périphériques, on va retrouver toutes les parties de gestion d'entrée-sortie, de gestion de l'horloge, etc. Et on retrouve aussi ce petit test là. Vous voyez ce petit pad qui permet de vérifier d'un point de vue microscopique qu'à la fabrication, toutes les couches qui ont été faites lors du procédé de fabrication du circuit intégré se sont bien passées. Donc on retrouve les différentes couches dopage, etc. lors de la fabrication du microprocesseur qui permet de valider que globalement tout s'est bien passé. Donc ça c'est surtout un pad de test. Voilà. Et hop, je vais prendre, puisque j'ai trouvé cette partie-là aussi, qui est le découpage en bloc technique. Donc ici, vous voyez, il y a le ROM output buffer, ici le sync output buffer, ici l'incrémenteur d'adresse, ici des amplificateurs d'entrée-sortie, quelques registres d'adresse ici, les registres d'index dont je vous parlais tout à l'heure, les décodeurs d'index. Ici, on va retrouver donc différentes parties. Bon, je vous partagerai encore une fois tous les liens. Ici, on a le registre accumulateur et cette partie-là, on a l'additionneur qui se retrouve ici. Le gestionnaire de retenue ou d'emprunt, puisque une addition de soustraction, soit c'est une retenue, soit c'est un emprunt, différents buffers pour l'additionneur, etc. Donc on retrouve quand même quelques blocs assez classiques dans un microprocesseur. Alors je reviens ici sur la caméra. Alors, il y a Neotitus qui me dit, il est à combien de kilohertz ou de mégahertz? Oui, tu as raison, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Eh bien, en fait, ce microprocesseur fonctionnait à la vitesse incroyable de 740 kHz. Donc, on n'est même pas au mégahertz, hein, on est en kilohertz. Ce qui est très faible au final pour un microprocesseur comparé aux gigahertz qu'on a aujourd'hui sur nos microprocesseurs modernes. Mais ce qui est pour l'époque est déjà un énorme bond en avant, puisque le fait d'avoir cette miniaturisation de tous les composants et de tout ce qui fait le cœur d'un ordinateur au sein d'un même composant permet aussi de faire monter assez rapidement la fréquence d'horloge. Et d'ailleurs, on va le voir dans les années suivantes, les microprocesseurs, déjà les procédés de fabrication vont s'améliorer. On va avoir des finesses de gravure de plus en plus fines, donc qui vont permettre aussi d'élever la fréquence d'horloge du microprocesseur, vraiment ce qui va faire battre le cœur de ce microprocesseur. Mais aussi les procédés de fabrication vont s'améliorer, donc avec notamment le procédé de MOS, avec le Self-Align Gate, qui avait été proposé et imaginé par Federico Faggin avant qu'il rejoigne Intel, et dont il se servira notamment quand il fondera Zilog. Tous ces procédés de fabrication vont permettre donc d'avoir finalement des taux de fiabilité qui sont bien plus élevés, et donc d'avoir finalement une meilleure résistance à des fréquences plus élevées. Donc on va rapidement atteindre le mégahertz, puis plusieurs mégahertz par la suite, donc jusqu'à l'Intel 8086 qui était donné pour une fréquence de 4,77 MHz, mais qui pouvait fonctionner au-delà dans certains cas. Voilà. Alors, il y a Sig99 qui me dit « Salut, c'est quoi magiciel ?» Ah ouais, le magiciel, effectivement, c'est un terme que j'emploie assez souvent. Le magiciel, tu vois, c'est le logiciel magique qui fonctionne comme par magie. C'est ça que j'interprète pour moi comme mot magiciel. Voilà. Quand je dis que c'est magiciel, ça veut dire que ça fait quelque chose d'incroyable, que ça fonctionne, mais on a l'impression qu'on ne sait pas pourquoi ça marche, donc c'est magique, c'est du magiciel, et je trouve que c'est beau, c'est poétique, voilà.
Voilà, j'aime bien rigoler avec ce terme, je trouve ça très rigolo. Donc Neotitus qui dit au début des années 2000, on va arriver le dual core, puis le quad core. Alors, le multicœur, alors déjà, on a eu bien plus tard, là je fais une petite digression, d'ailleurs faisons une petite parenthèse sur le sujet, j'appuie hop là-dessus. Le multiprocesseur est arrivé déjà dès les années 80 et 90, il existait donc certaines architectures qui pouvaient fonctionner déjà en multiprocesseur, et le multicœur, les premiers tests de multicœur, me semble-t-il, c'est fin des années 80, début des années 90, mais sur du hardware ultra spécifique et pas ce que l'on utilisait sur nos PC. Évidemment, tout ce qui est arrivé plutôt au début des années 2000, on va dire milieu des années 2000, le dual core, puis ensuite le quad core, etc. C'est quelque chose qui s'est généralisé puisque ça a été une réponse finalement à pouvoir avoir plus de puissance de calcul plus facilement, entre guillemets, et de façon moins coûteuse que de multiplier finalement les microprocesseurs. Voilà, ce qui permettait d'avoir une intégration qui est beaucoup plus dense finalement, puisqu'on va mettre dans un seul boîtier plusieurs cœurs qui vont dialoguer entre eux, mais qui fonctionnent de façon différente que si c'était plusieurs boîtiers, donc plusieurs microprocesseurs. Après, la combinaison des deux, multiprocesseur, multicœur, fait qu'on est capable donc de démultiplier le nombre d'unités de calcul et donc d'arriver aujourd'hui à des microprocesseurs qui ont des puissances de calcul qui sont assez folles. Et je parle même pas des GPU qui aujourd'hui qui sont des processeurs à usage très spécifique, donc ils sont très doués pour faire des calculs numériques et qui disposent de plusieurs milliers d'unités de calcul. Donc on peut voir ça comme étant des sortes de CPU multicœur, mais avec des milliers d'unités de calcul qui fonctionnent en parallèle. Donc ça, c'est une architecture qui est quand même très 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 différente. Voilà. Donc je referme cette petite parenthèse. Salut Tix le Geek qui vient d'arriver dans le chat. Que dire d'autre donc sur l'Intel 4004 ? L'Intel 4004, il n'y a pas grand chose à en dire en tant que tel, puisque bon, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est un processeur qui a surtout marqué l'industrie de fabrication de microprocesseurs, puisque c'est vraiment le premier qui a lancé finalement ces initiatives qui balbutiaient. Et encore une fois, c'est pas le tout premier microprocesseur au monde, hein, comme je le disais, puisque le processeur du F14 existait déjà, mais c'était quelque chose de secret défense, et de nombreuses entreprises, notamment qui travaillaient dans ces domaines un petit peu secrets, je dirais, travaillaient sur ces choses-là. La seule différence, c'est que l'Intel, en tant que fondeur industriel généraliste, a répondu à cet appel d'offres, et sa réponse a été la conception du premier microprocesseur à usage civil au monde. Après, une fois qu'ils avaient le pied dedans, force est de constater qu'ils ont bien senti le truc, qu'il y avait un véritable marché par rapport à ça. Parce qu'il y avait une demande, et que l'informatique, je parle même pas encore de micro-informatique, mais l'informatique en tant que telle arrivait de plus en plus dans les entreprises, puisque les entreprises étaient gérées par des très gros systèmes, très souvent des très gros systèmes IBM, et qu'il y avait un fort besoin de miniaturisation et de pouvoir accéder à de la puissance de calcul relativement correcte ou modeste selon, mais à un prix qui était quand même assez abordable. Rappelons encore que l'Intel 4004 permettait d'avoir de la puissance de calcul de ce qui était l'équivalent d'une énorme armoire de calcul à l'époque, dans un petit circuit intégré pour la modique somme de $200 de l'époque. Je dis modique somme, c'est tout relatif, hein. $200 de l'époque, c'est quand même très élevé. Mais comparé à ce qu'était l'informatique à cette époque-là, c'était quand même un véritable bond en avant. Donc Intel a continué ses travaux, notamment avec Federico Fagging, mais pas que, hein, il y a tout un ensemble de grands noms chez Intel qui ont travaillé sur ces sujets, pour ensuite aboutir à l'Intel 8008, ensuite le 8080, qui servira donc dans beaucoup de micro-ordinateurs qui arriveront dans la deuxième moitié des années 70. Et ensuite, en parallèle, Intel va travailler sur de nombreux microprocesseurs, nombreux concepts, l'IAPX 432, si ma mémoire est bonne, et puis plein d'autres sujets un jour dont je parlerai, parce qu'il y a des microprocesseurs assez exotiques sur lesquels Intel a travaillé
et a pondu des designs complètement délirants. J'en ai un en tête, mais un jour je vous en parlerai. C'est quand même assez fou. Et pour le grand public, entre guillemets, parce que, enfin le grand public et le grand public industriel aussi, aboutir au fameux 8086, donc qui était la version une version améliorée du 8080 en version 16 bits et sa version Cosdon 8088 qui est le même microprocesseur hein, au final que le 8086 mais avec un bus de données qui est 2 fois moins large encore une fois pour faire des économies de silicium et donc des économies de coûts de production, ce qui permet donc d'avoir un bus de 8 bits au lieu d'un bus de 16 bits et donc d'effectuer des entrées-sorties sur 2 coups d'horloge au lieu d'un seul. Simplement, on va transférer une donnée 16 bits en 2 fois plutôt que de la transporter en une seule fois avec un 8086. Voilà. En tout cas, tous ces designs ont abouti parce que initialement, il y a eu ce fameux Intel 4004 qui a ouvert cette porte voilà, à la micro-informatique et tous les descendants, hein, que ce soit les descendants chez Motorola le 6809, que ce soit chez MOS Technologies le 6502, chez Zilog le Z80 conçu par Federico Faggin quand il est parti d'Intel, et puis tous les autres qui sont arrivés derrière ont émergé un peu parce que Intel a ouvert la voie à l'époque et était plutôt en avance sur son temps, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisque Intel est plutôt à la bourre par rapport à ses concurrents. Et je me demande même dans quelle mesure Intel va pas faire faillite dans les prochaines années à venir. C'est une vraie question que je me pose. Ils se sont énormément laissés déborder parce que je pense qu'ils ont eu l'audace de croire qu'ils étaient indétrônables. Voilà. Rappelons qu'il y a quelques années, AMD allait pas très bien, et puis finalement, ils ont sorti leur nouvelle architecture Zen, qui a énormément pris sur le marché, et au final, je trouve que les processeurs Zen, basés sur l'architecture Zen d'AMD, sont bien meilleurs que les architectures Core, voilà, d'Intel. Et évidemment, d'autres acteurs sont arrivés. On pense à l'ARM, comme Ugly le dit dans le chat. D'ailleurs, Ugly nous dit que 200 $ de 1971, c'est plus ou moins 1600 $ d'aujourd'hui. Donc, 200 $, c'est quand même une somme hein, pour l'époque. Hein. Et donc, évidemment, Intel s'est laissé, je pense, durant les 10-15 dernières années, s'est laissé déborder parce qu'à mon avis, ils ont eu l'audace de croire qu'ils étaient indétrônables et que tant que les gens achetaient des processeurs Intel simplement parce qu'on rajoute des cœurs, on rajoute quelques mégahertz ou gigahertz ici et là, mais je pense qu'ils ils n'ont pas été suffisamment innovants ces dernières années et ils sont en train de se faire tuer complètement. Voilà. Voilà pour le sujet du jour sur ce fameux premier microprocesseur au monde. J'espère que le sujet vous a plu. On va aller basculer chez l'ami Titi Moby qui est en train donc de démarrer son live comme d'habitude. La semaine prochaine, il n'y aura pas live parce que exceptionnellement, je vais travailler la semaine prochaine. Donc le live ne sera pas la semaine prochaine, mais probablement la semaine d'après. Je n'ai pas encore décidé du sujet, mais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre. Moi, je prends toutes les idées. S'il y a des choses dont je peux parler, j'en parlerai. Si je peux pas, je vais essayer d'éviter de raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, sollicitez-moi, soumettez-moi des idées de sujets. Moi, je suis toujours preneur. Et tout à l'heure, je vois là sur ma console de contrôle que j'étais à 999 followers sur Twitch et je viens de passer les 1K. Donc merci à tout le monde de me suivre. Donc sur Twitch, surtout sur cet horaire du lundi qui est toujours un petit peu difficile, hein, parce que le lundi 12h15, c'est un créneau qui n'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que je mets tout ça en replay sur YouTube pour que tout le monde puisse un peu consommer les replays quand ils le peuvent et quand ils le veulent. D'ailleurs, sur YouTube, j'ai passé les 5000 abonnés et bientôt 5100. Donc ça, c'est top. Vraiment, pour des chaînes de niche comme ça, sur des sujets tech de niche, je trouve que c'est plutôt
C'est plutôt chouette, c'est vraiment chouette. Donc, ah oui, on me dit on the road to 10K, bah écoute, j'espère un jour, hein, bon, j'ai quand même du mal à y croire parce que je reste quand même sur des sujets de niche, mais que je prends énormément de plaisir à vous partager. Et puis, c'est super cool d'avoir une communauté bienveillante comme ça et de pouvoir échanger les uns avec les autres sur plein de sujets, plein de vieux sujets ou des nouveaux sujets sans trop se prendre la tête. Et comme d'habitude, il se peut des fois que je dise des petites bêtises ou petites approximations parce que l'exercice du live est un exercice qui n'est pas forcément évident. Ça demande beaucoup de temps de préparation. Un jour, peut-être que je vous ferai un live pour vous expliquer un peu mon workflow tout au long de la semaine sur ma production de ma veille et de préparation de live. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. D'ailleurs, Thierry, ici présent dans le chat, peut le dire. Ça demande pas mal de travail en amont. Et le live est un exercice qui ne pardonne pas dans le sens où on fait one shot, on s'enregistre en one shot. C'est pas comme des vidéos YouTube qui sont très finement ciselées, bien avec des dialogues, hop, bien cutés au bon moment, avec des petits montages dynamiques, etc. Bah là, l'exercice du live, c'est un autre exercice parce que une fois qu'on a appuyé sur démarrer le streaming, et ben on est face à notre public et bah, il arrive parfois parce que j'ai aussi je vieillis, j'ai des petites choses qui m'échappent. Et donc, il se peut que je dise parfois des bêtises, mais n'hésitez pas en tout cas à corriger quand c'est nécessaire. Voilà mes chers amis, on va les basculer, on va faire le raid sur Titi Moby qui nous attend avec impatience, je crois qu'il nous a prévu, j'ai vu passer une news qui nous a prévu un super truc encore, donc on va aller faire ça tranquillou fifou. Donc pas de live la semaine prochaine, probablement la semaine d'après. D'ici là, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.